Cravant, qui faisait trio avec Delaunay et moi au bal Bullier, quand nous dansions le tango en chaussettes de soie de couleur des assortis, Robert arborant un smoking mi-parti rouge et vert, Arthur des chemises noires, le plastron découpé d'ajour, laissant voir des tatouages sanglants et des inscriptions obscènes à même la peau, les pans qu'il laissait flotter, embrunés de taches de couleur fraîche. Avant d'aller au bal, Cravant s'asseyait régulièrement sur la palette de Delaunay, ce qui faisait hurler Robert à cause du prix du lapis-lazuli, et gâcha plus d'une fois nos soirées. Et moi, des cravates de Chicago, plus corrosives que la tomato sauce et les pickles américains, et plus criardes que le plumage d'un perroquet, cette bigarrure d'arlequins orphiques pour faire scandale, mais aussi pour faire la pige aux futuristes de Marinetti, dont le délégué permanent à Paris, Gino Severini, télégraphiait chaque soir à Milan le détail de notre toilette. Et ces nouvelles s'irradiaient jusqu'à influencer à Saint-Pétersbourg le rayonnisme de Larionov et Goncharova, le couple décorateur et costumier attaché à la troupe de Diaghilev, et cela se savait et s'imitait jusque chez les futuristes de Moscou, la célèbre chemise jaune de chrome de Mayakovsky étant le dernier écho à la mode de nos folles nuitées de Paris. Le poète Arthur Cravant, qui avait un talent immense, qu'il a aussi mal employé que son immense force physique, Arthur étant un champion, un athlète, un boxeur, mais au moral mou comme beaucoup de sportifs semi-professionnels, éreintés par un entraînement intensif, esclaves de leur beau corps qu'ils produisent, victimes de leurs torses et de leurs muscles qu'ils exhibent, de leurs biceps qu'ils font rouler pour séduire et qui leur valent honneur, argent, femme, confort, luxe et finalement la veulerie qui vient les couronner à moins de 30 ans. Le 2 août 1914, le jour de la déclaration de la guerre, le poète Arthur Cravant, le neveu d'Oscar Wilde, poète et boxeur, le poète aux cheveux les plus courts du monde, comme il aimait à se qualifier dans sa revue Maintenant et sur l'affiche des Noctambules, où quelques semaines auparavant il avait fait une conférence, annonçant à grand fracas qu'il allait se suicider en public et remplacer la traditionnelle carafe d'eau par une bouteille d'absinthe, et tenir à l'intention des dames ou d'une âme sœur sa conférence en cache-sexe et mettre ses couilles sur la table. Et il ne fit rien de tout cela, vidant dans sa gêne la carafe d'eau à son insu, car il bredouillait en charriant Victor Hugo, n'osant brandir le revolver au barillet vide, même pas chargé à blanc, qui gisait sur la table, et faisant une conférence exaspérante, d'une platitude telle qu'elle aurait dû lui valoir un succès de surprise, au moins auprès du public de snobs et d'esthètes qu'il avait fait relancer par Van Dongen et qui s'attendait à une séance de fous. Car ses amis, connaissant de longue date le fatal dégonflage du géant et du paresseux, ne s'étaient pas dérangés, sûrs de le revoir vivant et de le retrouver flasque, et le pauvre Arthur pataugeait, se sentant mal à l'aise, pas soutenu, intimidé malgré ses forfanteries, ses loufoqueries. Le jour de la déclaration de la guerre, donc, Arthur Cravant se jeta à l'océan, franchi d'une brasse infatigable, tant sa frousse était intense, la large embouchure de la Bidassoa, aux eaux basses mais au sable mouvant, et fila d'une traite de Hendaye-Plage, où il séjournait, à Fontarabie, où il rejoignit Robert Delaunay, laquelle autre grande gueule avait passé le pont international de Béobi la veille au soir, avant la fermeture de la frontière, et qui s'apprêtait à prendre le train de Lisbonne avec armes et bagages, c'est-à-dire avec palettes, pinceaux, tubes de couleur, rouleaux de toile vierge, tableaux, et Sasmala, madame, bébé, la nurse lituanienne, et madame Delaunay-mère, tout un déménagement. Sans hésiter, Arthur se joignit à la caravane de Launay. Mais à Lisbonne, Cravant ne se sentit pas tranquille en tant que citoyen anglais, et lorsque le Portugal, allié de l'Angleterre, déclara à son tour la guerre et entra en campagne, Arthur passa illico en Espagne, où il vécut quelque temps à Madrid, toujours avec Robert, qui n'avait pas tardé à venir le rejoindre. Sonia faisait la cuisine pour tout le monde et se débrouillait avec belle-maman, les deux femmes ayant ouvert une boutique ou un atelier de mode. Vivre au crochet de ces deux femmes ne le dérangeait pas outre mesure, mais Cravant ne se sentait pas tranquille en Europe. Il voulait passer en Amérique où il avait de la famille et des relations, mais il n'avait plus le sou,
et l'argent qu'il attendait de Grande-Bretagne et d'Irlande n'arrivait pas, son frère Lloyd étant mobilisé en Angleterre, sa belle-sœur Alice faisant la sourde oreille, parents, amis, relations et connaissances ne répondant pas, et Arthur ne savait plus à quel saint se vouer, s'étant mis à dos jusqu'à la belle maman de Launay, une Parisienne qui n'avait pas la langue dans sa poche, à force de l'avoir tapé, frustré, filouté, empapahuté, faisant du charme pour expédier des télégrammes, des appels désespérés dans toutes les directions. Alors il fila un jour en douce à Barcelone, rejoindre Jack Johnson, le fameux boxeur, champion du monde, un noir magnifique et fêtard qu'Arthur avait eu l'occasion de rencontrer dans les salles de boxe et à l'entraînement, et qu'il avait un temps piloté à Paris et à Berlin, courant les bobinots de la Chapelle et de l'Alexanderplatz, faisant la noce à ses dépens dans les boîtes de nuit de Montmartre et du Kurfürstendamm, sablant le champagne, fumant le cigare en galante et nombreuse et décadente compagnie de drogués et d'homosexuels, tout cela par blague bien sûr. À Barcelone, Jack Johnson faisait des siennes sur le port et au barrio Chino. À l'époque, le champion noir était plus ou moins disqualifié pour des histoires de macrotage et avait déjà eu maille à partir avec toutes les polices d'Europe. Il en avait marre. Il rêvait de rentrer in the States et de reprendre sa carrière de boxeur, mais il ne se décidait pas, car il avait un fil à la patte, une baronne allemande qui venait le relancer jusque dans les bars interlopes où il se réfugiait. Par ailleurs, il ne se sentait pas en forme, et comme pour Cravant, les fonds étaient en baisse. Je ne sais pas de qui vint l'idée, mais les deux compères furent vite d'accord. Il fut convenu d'un sensationnel combat de boxe, d'un match annoncé comme la rentrée du champion du monde sur le ring, le grand noir Gigi jouant son titre contre le challenger Arthur Cravant, le neveu d'Oscar Wilde, poète et boxeur, le poète aux cheveux les plus courts du monde, etc., etc. Les managers espagnols de la rencontre firent les choses en grand. La publicité donnait son plein comme pour une corrida, affiches dans les rues de Barcelone, articles dans les journaux de la Catalogne, et bientôt la curiosité, la surexcitation du public fut portée à son comble, on s'arrachait les billets, le prix des places montait, et ce fut lamentable. Big Jack n'y laissa pas son titre, mais ce qui lui restait d'honneur, et jamais plus il ne reparut sur le ring. Quant à Cravant, le bel Arthur se mit en garde, portant ses deux poings gantés devant son visage. Je tiens les détails d'un témoin oculaire de cette rencontre qui fait date et est sans pareil dans les annales du noble art de la boxe. Comme de coutume, chacun des deux adversaires avait une bourse d'assurés. Celle du vainqueur était plus grosse, celle du vaincu était plus petite, peu importe la somme. La veille du combat, Cravant s'était fait donner une avance par les managers, mettons de 5000 pesetas, et il était allé retenir sa place à bord d'un vapeur qui appareillait le lendemain soir pour New York. Il n'en avait rien dit à son compère, mais comme il n'était pas de taille à tenir plus de 3 rounds, il avait supplié le nègre de ne pas l'assommer du coup, ni de taper trop fort. Par la suite, Jack Johnson a eu l'occasion d'exprimer publiquement son mépris pour ce grand lâche de blanc, neveu d'Oscar Wilde, etc., qui lui avait porté la guine. Il paraît qu'à New York, le nègre recherchait le poète-boxeur dans tous les bars du Bronx, que fréquentaient à l'époque les sportifs à l'entraînement, pour lui administrer une correction. Mais à cette époque, à New York, le poète aux cheveux les plus courts du monde les avait laissés pousser pour ne pas ressembler à un mobilisable. Rien dans sa personne ne devait le rappeler, et le lourd et épais et séduisant neveu du dandy Oscar Wilde ne fréquentait plus les sportifs, mais les trouillards de tout acabit, que la tourmente qui soufflait sur l'Europe avait rabattu, comme lui, à New York, et le bel Arthur faisait florès dans les salons des Stiglitz, les photographes d'art et autres marchands de tableaux, proclamant sa guerre à lui, Dada, Dada, le porte-parole de la mauvaise conscience, lançant son foudre tonitruant et anodin, qui ne faisait pas de blessés ni de morts, mais enthousiasmait son auditoire mélangé, fait de déserteurs européens, d'internationalistes, de pacifistes, de neutres et d'Américains 100%, farouchement isolationnistes, menant un train de tous les diables. On était en 1915. L'art n'a pas de patrie. La rencontre de Barcelone avait eu lieu un dimanche après-midi dans je ne sais quelles arènes désaffectées. Sur le ring, les présentations et l'annonce faite, au go de l'arbitre, le bel Arthur s'était mis en garde, portant ses deux poings gantés devant son visage, baissant la tête,
rentrant l'estomac, se pliant en avant pour mieux se couvrir le cœur des deux coudes serrés l'un contre l'autre, et attendit le coup fatal, la nuque entre les épaules, faisant le gros dos, sans esquisser un geste, même pas une feinte au chiquet pour avoir l'air d'en avoir l'air, se contentant de piétiner, de tourner sur place, tremblant visiblement. Le nègre tournant autour du fier garçon comme un gros rat noir autour d'un fromage de Hollande, se faisant rappeler à l'ordre 3 fois de suite, parce que, par 3 fois, Big Jack avait botté le derrière du poète boxeur pour dégeler un peu le neveu d'Oscar Wilde, et le nègre lui bourrait les côtes, lui assonnant des coups de poing en riant, l'encourageant, l'engueulant, et tout à coup, colère, Jack Johnson l'étendit raide, d'une claque formidable, appliquée sur l'oreille gauche, un coup digne d'un tueur aux abattoirs ou d'un escarpe, tellement il en avait marre. Cravant ne bougeait plus. L'arbitre compta les secondes, le gong sonna la fin du combat, et Jack Johnson fut proclamé vainqueur par Knuckut. L'affaire n'avait pas duré une minute. Alors le nègre se mit à invectiver le public catalan qui protestait avec véhémence, envahissant le ring, réclamant d'être remboursé, saccageant les arènes, mettant le feu aux barrières. La police vint à la rescousse pour faire évacuer, et la mêlée étant devenue générale, il fallut faire appel aux carabineros pour mener le champion du monde au commissariat, et les managers durent s'exécuter, remboursés. Big Jack était furieux. Il passa la nuit au calabozo, appelant Arthur à grands cris, jurant d'avoir sa peau, et le sergent de garde eut à le menacer plusieurs fois de lui passer la camisole de force. Cependant que les managers espagnols cherchaient Cravant, qui s'était esquivé dans toute la ville, le bel Arthur, enfermé dans sa cabine à bord du vapeur qui voguait déjà vers l'Amérique, s'épongeait l'oreille gauche qu'il avait rouge, non de honte, mais de la violence du soufflet encaissé. Et tel que je le connais, il devait s'en foutre pas mal et devait se dire « Sauver la face, c'est bon pour les Chinois. Moi, c'est le portrait qui est intact et c'est cela qui compte, ma chère gueule. » Et il devait se sourire dans la glace, penché sur le lavabo, se posant des compresses avec soin. Il pensait à sa femme, une bourguignonne qu'il avait laissée à Paris. Peut-être connaissait-il déjà celle qu'il allait épouser à New York, car Arthur Cravant est mort bigame.